Bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast ou vidéo, ça dépend d'où vous écoutez ou regardez. Alors aujourd'hui, c'est bonus, c'est-à-dire que je ne vais pas vous présenter un mais deux romans, alors tout simplement parce que c'est une saga. Alors je vous avais déjà parlé du premier, Captive, de Julie Jean-Baptiste, et j'ai enchaîné sur les autres, La Faille qui est le 2, et donc les autres qui est le 3. D'ailleurs, je tiens à dire que je déteste l'auteur, parce que franchement, sur le troisième, la dernière phrase, c'est pas gentil, quoi, parce qu'il va falloir attendre le quatrième maintenant, et voilà, et c'est dur. Parce que là, j'ai enchaîné ma lecture, voilà. On va déjà parler de La Faille qui se passe, rappelez-vous, à la fin du tout premier, il y a un des personnages qui demandait à l'autre de lui raconter, sans rien oublier, voulait savoir comment ils en étaient arrivés là. Et en fait, celui-là, le 2, La Faille, repart exactement, hein, vous avez l'épilogue, qui vous remet dans le rythme avec les mêmes mots. C'est vraiment très bien repris enfin, j'avais eu un énorme coup de cœur, faut dire, pour le premier, qui était un assez petit roman en fait. Du coup, c'est vrai, quand c'est petit et que c'est super comme ça, on a toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Enfin, mais j'avais la suite et du coup ça m'a pas dérangé, j'ai pu enchaîner. Là je peux plus. Et dans celui-là, j'ai retrouvé les personnages, mais avant dans l'histoire. Et je suis allée me balader, entre guillemets, en URSS à l'automne 1958. Donc on remonte quand même assez loin. D'ailleurs, pour me servir de repère, parce qu'en fait, on a cette date, mais pas vraiment de repère dans le temps. Alors c'est très certainement fait exprès, mais j'ai eu besoin de pouvoir me caler, parce que bon, l'URSS pour moi c'est loin, et donc c'est vrai que qu'on est passé de Staline à Khrouchtchev, et ils ont fait pas mal d'essais sur cette fin de période après, pour avoir du maïs, et ils en ont eu beaucoup au départ, mais ça s'est soldé par un échec après. Et en fait, il y avait des actions qui étaient déjà en URSS vraiment désordonnées, et il y avait un espèce de projet fétiche là sur la culture du maïs. Et en fait, je me suis dit, dans ces actions toutes désordonnées de projets, il pouvait y avoir d'autres projets qui n'ont pas tous été écrits dans l'histoire. Et voilà. Et c'est de cette partie qui n'est pas écrite dans l'histoire dont je vais vous parler. Si vous n'avez pas lu le premier volume et que ça vous intéresse, donc allez plutôt écouter le premier podcast, ou sinon la première chronique, et je vous conseille de le lire avant, parce que sinon c'est vraiment du spoil. J'ai pas dévoilé grand chose, mais bon, voilà, vous savez déjà qu'on revient en avant, et je peux pas faire une chronique en disant rien du tout. Alors on se retrouve
dans un manoir qui est totalement hors du temps. C'est pour ça que je parlais de repères. Parce que c'est une... Voilà, on se retrouve dans la dépendance de ce manoir avec le sujet numéro 1 et le sujet numéro 2 qui attendent des invités. Mais finalement, ils attendent le docteur Petrov, mais celui-là, il n'arrivera jamais. Et c'est le docteur Jonathan, les noms russes c'est compliqué, Zaistrev, qui va venir et il va demander à parler avec les sujets numéro 1 et numéro 2. Et en fin de compte, il est là pour prendre la suite du projet qui avait été débuté par le professeur Danil. Lui, il avait un projet vraiment ambitieux parce que il aurait voulu créer l'armée de la paix. Bon, qui dit armée dit pas forcément paix, mais on peut dire que c'est quand même un projet qui était ambitieux. Il n'a pas... donc c'est vrai que c'est un petit peu pour ça que j'ai remis l'histoire. On est en URSS, on est quand même en pleine guerre froide. Et il n'a pas vraiment collé au parti. Donc il a été obligé de s'enfuir. Et bon, finalement, le gouvernement nomme ce nouveau docteur pour récupérer le projet avec un objectif qui n'est pas du tout celui du créateur initial. Bon, en fait, c'est vrai que le docteur Danil a vieilli. Il n'a jamais eu les fonds pour ses recherches ni pour rénover le manoir. C'est isolé, ça tombe en ruine. Et il y a toute cette nouvelle équipe qui arrive dans ce décor presque de fin du monde. Et il regarde ces deux sujets comme des monstres. Et pourtant, ben voilà, c'est deux personnes qui viennent leur souhaiter la bienvenue. Donc c'est assez spécial. Le docteur Jonathan, lui, on va pas, je vais m'éviter les noms de famille, est sous contrôle du comité. Hein. Le comité du parti est très pressant. Donc ce sont des enfants qui sont considérés comme des sujets et qui ne sont pas réellement ce qu'on peut voir, hein, en fin de compte. Mais ils vivent en famille avec le docteur et celle qui fait la cuisine, tout ça, voilà. Et ce rythme de vie va subir vraiment un changement radical. Le remplaçant arrive avec du matériel médical qui est complètement hors de prix, mais lui, il a le financement du gouvernement. Donc il y a la rénovation du manoir qui est en prévision. Et par contre, c'est une ambiance abominable, sombre et lourde de sous-entendus et de non-dits, parce qu'on se demande qui sont-ils ces sujets. Voilà. Ce qui fait qu'on va répondre à des questions qu'on s'était posées sur le premier tome, mais on en arrive avec d'autres. Si on sort du roman, la manipulation génétique en URSS a fait... parce qu'en fait, oui, les sujets sont définis comme des chimères, donc ils sont à la fois humains, animal et végétal. Alors c'est rigolo parce que humain et animal pour moi c'est pareil, mais voilà. Et on ne sait pas trop comment il a fait ça, mais c'est vrai qu'il y a forcément manipulation génétique, ça on s'en doute. Et ça avait été... c'était pas quelque chose qui était vraiment bien vu. Et il y a eu... mais je vous laisserai chercher. Il y a eu un coup de tonnerre avec une recherche scientifique. Voilà.
Vous le verrez parce que je l'ai mis dans la chronique rédigée, mais c'est vrai que qu'en fait, il y a le docteur Jonathan va se révéler hautement machiavélique et la vie des sujets passe peu à peu sous dictature. Et bon, l'expérience, moi dans le roman, elle m'a semblé franchement, elle m'a semblé sans fin. Et autant c'est un vrai coup de cœur le premier, donc là on commence à découvrir l'histoire. C'est vrai que si vous aimez être plongé dans quelque chose qui mélange, ça mélange un peu les genres, parce que c'est de la science-fiction, oui et non, mais dans une période de l'histoire qui est tout à fait réelle et où on peut se poser la question sur les recherches faites par l'URSS. Parce qu'en fait, quand on passe du roman à la réalité, la Russie, là c'est la Russie annoncée, alors il y a eu une expérience qui avait été faite par un Chinois et un biologiste russe dit vouloir reproduire cette expérience. Je vous laisse deviner parce que je ne peux pas trop parler du roman au-delà de ce que je vous ai dit. Mais sachez que c'est très sentimental. C'est autant abominable que sentimental. C'est très curieux. C'est vrai que ma sensibilité a été touchée et du coup je me suis posé pas mal de questions sur l'éthique scientifique. L'auteur a une plume qui est très fluide et on sent, vous voyez, il est pas épais, on sent une espèce de pression comme ça qui se resserre au fil des pages et on sent la détresse de ces sujets qui n'ont pas de nom, donc qui s'appellent numéro 1 et numéro 2 et qui voient leur vie totalement modifiée avec tout ce qui se modifie autour d'eux et autant ils avaient une vie de famille si on peut dire. Là ce sont vraiment des sujets d'expérience. C'est vrai que c'est curieux parce que j'avais l'impression d'être dans un brouillard qui cache. Le manoir est très très spécial, très isolé. Et il est entouré d'une forêt qui est sombre. Ça met une ambiance assez particulière parce que tout est en ruine et c'est vrai que c'est assez spécial. Par contre, le style de l'auteur est très clair, précis et très élégant. Les mots, le langage utilisé, le vocabulaire imprime bien ce qui se passe dans votre imaginaire. Donc le manoir, vous y êtes. Et vous êtes aussi même sous contrôle du comité, au cas où vous n'auriez pas connu. Mais en fait, c'est vrai qu'on ne peut pas agir, puisque c'est un roman. Donc malgré la conscience et l'empathie pour les personnages, c'est vrai qu'on s'arrête... on s'arrête sur la fin de l'histoire, enfin du début de l'histoire des sujets numéro 1 et numéro 2. Et oui, c'est vraiment particulier, enfin... Très honnêtement, c'est vrai que moi, je suis fan. Je vais pas en dire plus pour le tome 2, parce que je pense que sinon je spoil. Donc voilà, Captive de Julie Jean-Baptiste. D'ailleurs, les quatrièmes de couverture
qu'en général, j'aime pas beaucoup, sont bien rédigés, parce que ça vous donne envie, mais ça vous dit rien du tout. Et donc, voici le volume 3, dont je vais parler maintenant, qui s'intitule Les Autres. Donc, c'est toujours captive. Là, c'est vrai que si on avait les bois, là, on se retrouve vraiment, on a l'impression d'être dans une prison sur la couverture. Et le quatrième de couverture. Hein. Voilà, alors là, par contre, on s'engage dans une lecture beaucoup plus épaisse, hein, mais n'ayez pas peur. C'est vraiment... c'est vraiment prenant. Et quand vous passez du tome 2 au tome 3, il y a 4 années qui se sont écoulées. Alors, que s'est-il passé pendant ces 4 années ben ça, on ne vous le dit pas, mais vous allez le deviner. Alors, le docteur Jonathan est toujours là. Il continue donc ses recherches. Mais c'est vrai que c'est l'hiver 62 et que il y a un haut fonctionnaire qui arrive pour voir les sujets 3 et 4. Donc on se dit, ah. Et en fait, c'est vrai que ce haut fonctionnaire vient s'assurer du bon déroulement des opérations, parce qu'il se dit, donc on est toujours en pleine guerre froide, mais il se dit que ces armes humaines sont inestimables. Si on le remet dans un contexte historique, c'est vrai que c'est la période de désarmement et d'interdiction des essais nucléaires pour la Russie, qui, soi-disant, en avait fait une priorité d'ailleurs. Mais comme ils avaient mauvaise presse auprès de ceux qui luttaient pour la paix, on va dire, ils ont plus ou moins fait croire à un désarmement. Et effectivement, dans ce cas, une arme humaine, mais qu'est-ce qu'il y a de mieux? Enfin, une arme à l'apparence humaine. Alors, il y a énormément de mystères. Là, on va être vraiment dans le suspense, dans l'intrigue qui c'est très psychologique et très fin. Ce haut fonctionnaire vient aussi s'assurer du développement des sujets 5 et 6, parce que la naissance va être prévue dans un mois après ce passage. Et au-delà des armes humaines, ces sujets, comme ils les appellent, devraient servir à fabriquer, on ne sait pas trop quoi, mais quelque chose qui serait encore vraiment plus utile pour la suprématie de l'URSS. Mais bon, pour l'instant, ça c'est... Et on comprend que les sujets, au départ, ont été créés pour pouvoir les utiliser à d'autres fins, mais leurs gènes sont trop loin des nôtres pour pouvoir faire d'autres expériences. Donc le camarade, ah oui, hein, quelle époque, camarade, il n'est pas vraiment content parce que il va pas rentrer avec les renseignements qu'il devrait avoir et il demande au docteur Jonathan des rapports plus réguliers et plus utiles, en gros. Que sont devenus 1 et 2? Eh bien, ils sont toujours là. Et le camarade demande aussi à parler, notamment au sujet numéro 1, qui est vraiment charmante avec lui.
Les années ne l'ont pas du tout marqué. C'est des sujets dont le vieillissement n'est pas non plus le même que le nôtre. Et alors elle connaît ce fameux haut fonctionnaire, elle cache pas trop sa rancune, mais bon, elle est quand même avenante et numéro 2 arrive les mains dans les poches avec pas du tout l'intention de lui serrer la main, mais elle lui fait quand même signe de faire preuve de courtoisie. Voilà. Alors numéro 1 est très instable à ce niveau-là, mais ça, vous découvrirez dans la faille, donc de tome 2, et je n'ai pas souhaité en parler, parce qu'alors là, sinon... N'empêche qu'elle est très utile à notre docteur Jonathan, parce que il va confier des missions à numéro 2, et il a découvert que numéro 1 et numéro 2 étaient très liés et ne pouvaient pas rester longtemps éloignés. Et du coup, il peut envoyer numéro 2 où il veut. Il reviendra toujours à partir du moment où il garde numéro 1 captive. Il a trouvé la faille. Alors comme lui, il a des fonds, il a remis le manoir à neuf. Donc les sujets ont déménagé, il a fait des trucs... Donc ils doivent porter un uniforme en toile noire avec leur numéro dessus, des bottes à lacets. Ils ont même changé le régime alimentaire. Et donc numéro 2 est chargé d'entraîner tous les nouveaux sujets. Alors moi je me suis quand même posé la question, comment ce docteur-là a-t-il réussi à reproduire l'expérience de son prédécesseur? Parce que finalement on ne sait pas trop comment il avait fait. Et surtout, pourquoi? Mais c'est vrai que tout à l'heure, je parlais d'armes humaines, et là j'extrapole, mais en 1962, il y a eu l'affaire de Cuba. Alors là, je vais pas vous rappeler, je vais pas vous faire un cours d'histoire, je pense que ça c'est le truc qu'on a tous retenu, mais... l'URSS, qui devait mettre fin à son armement, a été menacée par Kennedy parce qu'ils avaient mis des missiles à Cuba, donc très à portée du territoire américain. Et vous savez, dans l'histoire, on a toujours une part d'inconnu. Et je me suis dit, effectivement, l'URSS privée de ses missiles a besoin de chercher de nouvelles armes, une nouvelle manière, parce que bon, il n'y a pas vraiment d'entente entre les États-Unis et l'URSS, donc que l'URSS ait mené des expériences reste plausible. Dans ce roman, on va découvrir la vie au manoir entre 1963 et 1966. Voilà, ça je vous le précise, parce qu'on reste sur une période de guerre froide, et d'ailleurs la date de 1966, je ne sais pas parce que j'ai pas la suite, mais le docteur Jonathan va continuer ses expériences, mais par contre, comme les résultats tardent, son temps s'est vu limité, c'est-à-dire que le parti lui a laissé 4 ans. Et il doit, enfin, tous ces sujets doivent donner satisfaction, ce qui est le cas quelque part, mais il y a autre chose qui est attendu, et ça n'arrive pas. Il a donc recréé des sujets par couple, avec chacun une spécialité. Mais ces fameuses spécialités, il y en a une qui finalement fait que des liens se créent entre les sujets, les membres du personnel, et qui a des passages très... Dans le roman, vous allez vraiment passer
par beaucoup de stades. Sombre, sympa, menaçant, mystérieux. C'est vraiment psychologiquement bien travaillé, je trouve. Parce que les monstres, ils deviennent nombreux pour le coup, parce que... Mais la façon dont ils ont été présentés, ils ont l'air beaucoup plus... d'avoir des capacités qui nous dépassent, et ils sont quand même en quête de liberté. Même s'ils sont tenus, je me suis demandé jusqu'où ils allaient les tenir. Parce que leur créateur, déjà, il surveillait. Il aborde pas tous les sujets avec ses gentils donateurs, ceux qu'il finance. Et on peut se demander s'il a un désir de pouvoir, où lui seul pourrait contrôler ces sujets. J'extrapole. Mais en tout cas, le parti a laissé une taupe dans le manoir, donc dans le personnel. Le personnel est beaucoup plus nombreux. Et en fait, cette taupe a rapporté que le docteur avait l'intention de créer encore des sujets de pairs et seulement des mâles par contre. Donc il fera plus des pairs femelle-mâle, il va faire des mâles. Du coup, c'est un peu... Enfin, je me retrouve un peu dans le même cas qu'avec le tome 2 par rapport au 1, c'est-à-dire que j'ai eu quelques réponses, mais j'ai quand même beaucoup plus de questions. Alors au fil du temps, les questions s'accumulent. Il y a beaucoup de tensions, il y a même beaucoup de manipulations entre les habitants du manoir. On commence à voir que l'unité, elle est peut-être que... Eh ben, c'est peut-être qu'une façade. C'est vrai que je vois pas trop un avenir lumineux. Et puis, les scientifiques... Enfin, c'est vrai que les scientifiques contrôlent ces sujets. Donc, il y a un scientifique qui, à chaque fois, est responsable d'un couple, mais on se demande jusqu'où ça va aller, parce que bon. Et c'est vrai que le livre prend fin en 1966. Alors, je ne sais pas si la date est choisie ou pas, parce que dans l'histoire réelle, si on reprend l'histoire de notre monde, il y a des changements, beaucoup de changements qui s'annoncent dans les rapports avec l'URSS, étant donné que la France commence à avoir des mauvais rapports avec la Maison Blanche, et que finalement notre président de Gaulle a décidé d'instaurer un dialogue, et il se rend effectivement en juin 66 en URSS. Donc voilà. Est-ce que ça a un rapport? Est-ce que ça en a pas? J'en sais rien du tout en réalité. Comme ça, vous vous posez les mêmes questions que moi. Tant qu'à faire, j'ai voulu partager. Alors, Captive, c'est une saga. C'est un thriller psychologique science-fiction qui est prévu en 6 tomes. Bon. Sachant que les sujets ne subissent pas le même vieillissement que les humains, je me suis demandé ce qu'ils vont devenir. Mais l'auteur n'a donné aucun indice. Il y a une recherche d'autres choses dont il est question de temps à autre, surtout lors des visites de contrôle du parti, mais sorti de là, c'est vrai qu'il n'y a pas des masses d'indices. Et j'ai trouvé que Julie Jean-Baptiste faisait durer le plaisir des uns et la souffrance des autres. Voilà. La plume, elle est vraiment affûtée et aussi manipulatrice dans mon esprit. C'est vrai qu'au bout d'un moment, je savais plus trop entre ce que bricolent tous les personnages et
Et la façon dont elle l'écrit, c'est vrai que dans le roman, on n'a aucune indication sur la vie en URSS, en fait. Aucune. Et encore moins de l'activité politique. Enfin, à part les visites du parti, le manoir, il est isolé et il pourrait être un peu partout, ça ne changerait pas grand-chose. Ce manoir est un secret qui est très bien gardé et où j'avoue m'être perdu aussi à force de savoir. Et comme il a été rénové, il y a beaucoup plus de place, beaucoup plus d'endroits à essayer de fouiner. Et du coup, ça devient compliqué pour le lecteur. Enfin, en tout cas pour moi. Donc il y a quelques dates qui sont indiquées. C'est vrai que quand on change d'année, c'est écrit en tout petit. Hein. Moi, je m'en suis servi pour me repérer dans le temps. Mais il ne faut pas oublier quand même que c'est un roman de science-fiction. Hein. Donc même si c'est un thriller psychologique, c'est bien classé en roman de science-fiction. Et l'histoire peut différer totalement du temps que nous connaissons. La psychologie, par contre, la psychologie des personnages, c'est vrai qu'elle est précise, judicieuse, et leurs relations aussi. C'est ce qui fait qu'on se pose énormément de questions. Parce que déjà, le fait qu'il n'y ait pas de nom, que ça suive 1, 2, 3, 4, c'est pas facile de les repérer. Ils ont une personnalité, évidemment, mais je sais pas vous, mais j'ai eu plus de mal à repérer des chiffres, et c'est certainement voulu. S'ils avaient un prénom, c'est vrai que là on dit 2, 3, 4, il y a déjà, est-ce que c'est femelle ou mâle? C'est vrai que voilà, il faut se mettre en tête les personnages. Alors leur psychologie est bien travaillée. On arrive à on arrive à les retrouver, mais ça demande un petit exercice quand même. J'ai trouvé le style de l'auteur bien choisi pour ce genre littéraire, parce qu'elle a un langage qui est propre à chaque situation. C'est assez curieux ces modifications, donc ça peut être raisonné ou spontané. Elle enchaîne aussi les idées dans une logique, et cette logique, elle se place un petit peu comme on galère sur un puzzle, mais comme quand on arrive à trouver, ça s'emboîte sans aucun problème. Et c'est vrai que c'est une longue période. Il y a même des passages parfois que j'ai trouvé longs, et en fait, non. Il n'y a pas du tout de longueur. C'est vraiment très important pour continuer pour le déroulement de l'histoire. Et les mots sont pas choisis au hasard. Donc malgré que c'est une histoire plus longue, où on va parler plus des sujets, où je me suis pas ennuyée du tout. Il y a toujours un peu d'action qui arrive pile au bon moment. Voilà. Par contre, c'est vrai que c'est très très différent des deux premiers. Mais ça, voilà, enfin bon. C'est vraiment un livre que j'ai envie de partager et de faire découvrir. Si vous êtes amateur de ce genre, c'est vraiment là, c'est vraiment de l'intrigue très psychologique. Et où faut... Moi, cela dit, on se concentre bien dessus, hein, je peux vous le dire. Donc, il y a cette fameuse dernière phrase, là, qui va bien rester dans ma mémoire, parce que autant j'avais les 3 premiers tomes, autant le 4 n'est pas sorti, et je ne sais pas quand il sort. J'ai bien envie de découvrir la suite. Pas vous? Si, hein.
C'est assez terrible, ça, les sagas comme ça font qu'en fait, sur la fin, il y a un truc qui vous laisse en plan, et à ce moment précis, vous détestez l'auteur. Voilà. mais c'est vrai que c'est vraiment très très bon, et j'attends les volumes suivants. J'espère que ça va pas perdre en intrigue, parce que là c'est vrai que l'intrigue, le mystère, le suspense, tout est maintenu jusqu'à la fin. C'est-à-dire que on se demande toujours ce qui va arriver là, ce qui va arriver là, ce qui va arriver là, ce qui fait que les questions, elles avancent. Et je me demande quand est-ce que j'aurai une réponse. Ça me rappelle une série où la réponse, je l'ai jamais vraiment eue. Donc voilà. Lecture recommandée, je vous mettrai tous les liens en dessous. Donc déroulez les commentaires, la description vidéo, pardon. Vous aurez tout ce qu'il faut, le site de l'auteur. Je ne crois pas qu'elle vous en dira plus, mais voilà. Cela dit, le temps que le 4e sorte, ça vous laisse à vous le temps de lire les 3 premiers, si c'est pas déjà fait. La semaine prochaine, on va vraiment changer de registre. Et quand je dis ça, c'est vraiment... cela dit, changer de registre, je ne sais pas, mais changer de style, ça c'est sûr, avec Corpus X. Il est très intéressant, mais je mets du temps à le lire. Je vous expliquerai pourquoi. C'est très bizarre. C'est très bizarre quand c'est intéressant, mais quand on pose un moment à la lecture, parce que c'est pas forcément une suite logique et... Non, mais je dis rien, voilà. Je dirai tout la semaine prochaine, quand j'aurai réfléchi à la manière d'en parler, parce que ça, c'est pas forcément ce qu'il va y avoir de plus facile pour moi non plus. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!